Nicolas, bonjour. Bonjour. Et comme chacun sait, tu as été président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, tu en es président d'honneur. Tu es aussi président d'honneur du département DMF, qui regroupe les grandes structures. Qui est devenu EIP. Qui est devenu département EIP, voilà. Et tu es associé PwC, PricewaterhouseCoopers, depuis toujours. C'est-à-dire, tu m'as expliqué que tu es entré chez PwC il y a déjà un certain temps et que tu termines dans quelque temps ta carrière dans ce grand et beau cabinet. Alors, compte tenu de ton parcours institutionnel, en tout cas, et récent, mais aussi professionnel, tu connais bien la réforme de l'audit qui est intervenue récemment. Et quelle est ta réflexion? Qu'est-ce que tu tires de cette réforme? Quels sont les aspects positifs et s'il y en a, des aspects négatifs? Merci William, d'abord de me permettre en effet de m'exprimer devant l'Académie. En effet, cette réforme qui a mobilisé la profession comptable européenne et française évidemment pendant près de 6 ans est en train d'aboutir dans des textes français qui reproduisent en fait les réglementations européennes. Que peut-on dire là-dessus? En dehors du fait que beaucoup d'efforts, beaucoup de discussions, beaucoup de réunions, un temps passé par les élus ou des non-élus de la Compagnie nationale et des bénévoles donc, qui ont passé beaucoup de temps pour discuter de ces points-là, je pense que les points positifs, c'est d'abord que nous sommes sortis d'une réglementation franco-française qui avait ses mérites et qui a été en grande partie reprise d'ailleurs dans la réglementation européenne, le co-commissariat, l'audit proportionné et l'audit des petites entités. On est sorti quand même de cette réglementation purement française pour avoir une réglementation européenne qui avait le grand mérite d'ouvrir l'audit au service autre que la certification des comptes. Puisque, vous vous rappelez, enfin c'est encore du passé très proche, les commissaires aux comptes ne pouvaient intervenir en dehors de la validation des comptes de leur rôle légal que sur un certain nombre de diligences directement liées qui étaient définies a priori et qui faisaient l'objet d'un avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes. Et donc aujourd'hui on est sorti de ce schéma-là. Nous allons avoir un code déontologie qui va reprendre un certain nombre d'interdictions, mais en dehors de ces interdictions, les autres services sont autorisés. Donc, le côté positif, c'est quand même une reconnaissance du rôle du commissaire aux comptes qui puisse apporter une valeur ajoutée aux entreprises en dehors de la certification des comptes, et donc sa capacité de développer son rôle au sein des entreprises. Ça, je crois que c'est le rôle majeur. Alors, les rôles négatifs, parce qu'évidemment, si cette réforme a mis beaucoup de temps à se mettre en place et qu'elle a été beaucoup discutée, et à la fin, il y a des choix qui ont été faits au niveau européen qui, évidemment, n'étaient pas ceux de la profession. Le premier, évidemment, c'est la rotation des cabinets, et notamment pour les entités d'intérêt public, où les modalités sont un peu complexes, mais à un certain moment, le cabinet doit sortir, et même si la mise en place de la rotation des signataires avait déjà été mise en place, cette rotation des cabinets aboutit évidemment à un changement et à la perte de mandat pour certains cabinets, et notamment les plus petits, qui auront peut-être du mal à en reconquérir d'autres. D'où ce risque de concentration de la profession dont on a beaucoup parlé et qui est franchement en train de s'opérer. Donc ce côté négatif qui avait été mis en place a bien lieu. L'autre côté aussi, peut-être qu'on aurait pu regretter, c'est que, comme toujours en France, lorsqu'on prend des textes européens, on ne se contente pas de les retranscrire, et évidemment on les interprète, et toujours de façon plus dure. Et donc, ça aboutit à des décisions où, malgré tout ce qu'on a pu discuter et apporter, j'estime que la réforme européenne de l'audit a été traduite dans les textes français de façon plus dure que ce qu'on voit en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Enfin, encore que la Grande-Bretagne, je ne sais pas ce qui se passera après le Brexit, mais disons, dans d'autres pays européens proches de nous. En 2 mots, 1 ou 2 points justement qui nous différencieraient de l'Allemagne, par exemple. Le premier qui est assez fondamental, c'est le traitement des entités qui ne sont pas d'intérêt public. Parce qu'il faut bien dire que la réforme européenne de l'audit s'adressait d'abord aux entités d'intérêt public. D'ailleurs, il y a eu une nouvelle définition en l'élargissant à l'ensemble du monde financier, assurance et banque. Mais pour les entités non d'intérêt public, en Allemagne par exemple, c'est toujours l'institution professionnelle
qui suit, gère, contrôle les mandats qui ne sont pas d'intérêt public. Or, nous, dès le départ, et c'était le cas auparavant, ce rôle a été donné au Haut Conseil du commissaire aux comptes, qui a un rôle extrêmement puissant en France, puisqu'il a un rôle de supervision, de contrôle complet de la profession. D'ailleurs, c'est ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui, nous sommes passés d'une autorégulation, une régulation partagée, à une régulation complètement dans les mains du Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce qui fait que le rôle de la compagnie nationale est un rôle de délégation. Je crois qu'on en parlera après. La compagnie est délégataire du H3C. Et donc on voit bien que son autonomie n'est pas tout à fait la même, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'Institut allemand. Pour le non-EIP, les entités non d'intérêt public. Donc je crois que ça, c'est ça qui est un peu gênant. Et puis bon, le dernier point, c'est le code déontologie, beaucoup de discussions, et là aussi, une volonté des pouvoirs publics quand même d'aller assez loin, et peut-être trop loin. J'espère que non. Nous sommes toujours en attente, donc je ne peux pas répondre de façon affirmative. Après beaucoup de discussions, nous étions arrivés à un accord au sein de la Compagnie nationale avec la chancellerie sur un code, disons, équilibré et qui permettait à chacun de s'y retrouver. J'espère que le Conseil d'État, qui est en train d'étudier ce document, va accepter le projet tel qu'il avait été présenté par la chancellerie. Très bien. Merci donc, pour cette première question qui pose un peu les termes de l'enjeu et du problème. Donc on est en attente de textes et donc on les aura, je pense, dans les semaines qui viennent, en avril, non? Pour le code déontologie, aux dernières informations, on parle de début avril, voilà, puisque le Conseil d'État a pas mal de textes en cours et comme vous savez, il va y avoir il y a une fenêtre qui va se fermer du fait du changement des élections présidentielles, ce qui fait qu'il faut absolument que le Conseil d'État finalise un certain nombre de revues de textes, dont le code déontologie, et donc on pense que ce sera début avril. D'accord. Je rappelle que nous sommes début mars aujourd'hui et que début avril, c'est dans un mois et demi. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un an après la mise en place de la réforme, puisque la réforme a été applicable au 16 juin 2016. Non, exactement. C'est un point aussi qui a beaucoup préoccupé, qui beaucoup les confrères. Nous travaillons aujourd'hui avec l'ancien code déontologie, sachant qu'on a des textes européens normalement qui sont applicables, notamment pour le IP, donc c'est un peu compliqué. Et beaucoup de questions restent en suspens. D'accord. Bien, alors, plus en détail, la nouvelle régulation de l'audit et notamment la responsabilité des comités d'audit, penses-tu qu'elle puisse freiner les comités d'audit dans leur choix du commissaire aux comptes pour les missions non audit et comment peut-on faire pour que ces comités d'audit ne soient pas crispés et pas des difficultés à faire des choix qui risquent d'être un peu des casse-têtes? Très bonne question, parce que c'est en effet un des points majeurs aujourd'hui. Les services autres que la certification des comptes, donc j'ai dit que c'était une bonne chose d'avoir la possibilité pour le commissaire aux comptes de faire autre chose que la certification des comptes et de pouvoir donner d'autres valeurs ajoutées aux entreprises, à partir du moment où évidemment c'est en accord avec le code déontologie. Donc la bonne chose risque en fait d'être très freinée, et c'est le cas aujourd'hui, puisque en même temps que nous avions une réglementation des commissaires aux comptes, il y a aussi dans le texte européen des réglementations touchant les administrateurs et les comités d'audit, et notamment une sanction pécuniaire pour eux au cas où évidemment ils accepteraient des missions interdites de leur commissaire aux comptes, ou par exemple, s'il nommait un commissaire aux comptes à la suite d'un appel d'offres, avec un appel d'offres qui serait évidemment pas du tout conforme et où le choix aurait été fait à l'avance, si je puis dire. Donc ce risque des comités d'audit fait que, surtout pour le point sur les services autres que la certification des comptes, certains ont déjà expliqué que pourquoi prendre un risque, pourquoi donc donner ce service au commissaire aux comptes alors qu'on peut le donner évidemment à l'extérieur, à quelqu'un d'autre. Alors si c'est un expert comptable, j'en serais... Ça reste dans la profession, donc ça m'irait bien. Mais malheureusement, on voit en fait qu'on le donne à des populations de personnes ou de cabinets non réglementés. Ouais. Et là, c'est plutôt un problème parce que c'est en effet la profession
du chiffre qui en pâtit vis-à-vis de personnes qui n'ont pas de code déontologie, qui ne sont pas contrôlées et qui peuvent émettre des rapports peut-être plus facilement, voire des rapports de complaisance. Et donc ça, c'est un problème important parce que la réglementation est forte, et c'est bien qu'elle soit forte parce qu'elle montre une image forte de la profession, mais en contrepartie, elle peut amener certains à choisir pour des missions que les commissaires aux comptes ou les experts comptables pourraient faire, des professions non réglementées, dont on voit certains, puisqu'ils s'en vantent, d'être non réglementés et justement d'être... Et de pouvoir y aller dans tous les étages. Ont des projections de chiffre d'affaires à 2 chiffres, ce qui n'est pas le cas du métier de commissaire aux comptes aujourd'hui. Mais en dehors même de l'affectation, de l'effet négatif sur notre profession, comme tu l'as très bien souligné, pour un comité d'audit, il se trouve que je fais partie d'un comité d'audit, mais pour un comité d'audit, c'est aussi un peu un casse-tête, parce qu'autant on sait que le commissaire aux comptes, il y en a 2 en général, l'un des 2 ou les 2 sont compétents sur telle ligne de produit, etc. Et de plus, il y a quand même la facilitation du fait que le commissaire aux comptes connaît l'entreprise, connaît ses systèmes. Faire appel à quelqu'un de l'extérieur, en dehors même du point que tu soulignais, que ça serait un petit peu en dehors de la profession, ça peut poser un vrai casse-tête pour les comités d'audit. Je veux dire qu'une mesure qui a pour objectif d'augmenter la transparence, etc., du fait des sanctions, en France, comme tu disais, on sanctionne, on adore sanctionner, ça risque d'avoir des effets négatifs sur la bonne gouvernance de l'entreprise elle-même, d'une certaine manière. Oui, c'est exact. Enfin, c'est vrai que les entreprises, c'est un dilemme pour eux, parce que, en général, le commissaire aux comptes connaît bien l'entreprise qu'il contrôle. Donc ces équipes peuvent être rapides, pertinentes rapidement, et souvent quand on a un problème, on veut une réponse rapide, alors que quelqu'un de l'extérieur doit faire déjà un état des lieux, donc va prendre du temps, et beaucoup moins disponible. Et puis franchement, je pense que le commissaire aux comptes aussi est souvent moins coûteux, puisque justement il a moins de travaux à faire, et que de toute façon la mission qu'on va lui donner en plus a forcément un effet sur sa démarche d'audit, puisqu'elle va le conforter sur un point d'audit particulier. Donc les entreprises avaient pris l'habitude de demander beaucoup de choses à leur commissaire aux comptes, et c'était une bonne chose. Donc, face à ce risque, à la compagnie, notamment au département EIP des entités d'intérêt public, nous avons tout de suite réagi en faisant avec la FEP, le MEDEF, Mudanex, l'ANSA, et puis après avec l'IFA, un document qui est d'ailleurs sur les sites de tous ces organismes, qui a pour but d'expliquer aux communautés d'audit comment on s'y prend pratiquement, puisque c'était ça leur problème, je dirais un peu leur angoisse, hein, comment je m'y prends pour accepter une mission d'un commissaire aux comptes. Donc ce document pratique qui répond aux questions des comités d'audit, j'espère, va être bien pris en compte et va permettre peut-être de décontracter les membres du comité d'audit qui ont une crainte vis-à-vis de ces sanctions pécuniaires, qui franchement, enfin, il suffit de le demander à Madame le Président du H3C, elle l'a dit plusieurs fois, ne pourrait être encouru que s'il y avait sciemment de donner une mission interdite. Et donner une mission interdite, la première coupable, ça serait le commissaire aux comptes de l'avoir accepté. Qui lui-même est certain de se faire contrôler et de se faire sanctionner. Donc on voit que la probabilité est faible, très très faible. Totalement marginale, je suis bien d'accord. Alors, les conséquences de cette réglementation, enfin le dernier point, mais de façon plus générale, sur la qualité d'audit, avec cette tendance lourde aux appels d'offres qui en soi n'est pas forcément un mal, mais quand même le produit audit est un produit particulier qui ne peut pas être regardé que sous l'angle du meilleur offrant sur le plan économique et financier. Moi, pour rire, je dis le meilleur auditeur, c'est celui qui certifie à tous les coups et pour pas cher. Voilà. Mais c'est évidemment un argument qu'on ne peut pas donner, de la même manière que la SNCF peut dire que c'est elle qui transporte de façon régulière et pour moins cher. On ne peut pas reprendre cet argument commercial. Alors, quelle est ta sensibilité ou ta compréhension de ce que les entreprises, tu as géré des gros budgets d'audit dans des entreprises, est-ce que les entreprises vont quand même mettre toujours en majeur la qualité de l'audit, la qualité de l'auditeur?
C'est un vrai problème. La réponse est complexe. Parce oui. que les réactions des entreprises peuvent être différentes d'une entreprise à l'autre. Bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'en effet, la réforme européenne d'audit pousse aux appels d'offres, notamment pour les entités d'intérêt public, puisqu'elle exige, pour renouveler le commissaire aux comptes, un appel d'offres. Tout à fait. Et puis, quand le mandat est terminé et que le commissaire aux comptes ne peut pas être renouvelé, le cabinet ne peut pas être renouvelé, évidemment, il y a un appel d'offres pour entrer en Par charge. définition. Oui. Donc, les appels d'offres, mécaniquement, vont se multiplier. Tout à fait. Bon, après, comme je l'ai expliqué, il faut que cet appel d'offres fasse l'objet de process ou de procédures qui soient bonnes et qui soient reconnues. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un document qui fait référence, qui a été établi par l'ex-fédération des experts comptables européens, parce que maintenant c'est Accountancy Europe, puis ils ont changé de nom, qui a établi un document qui est sur leur site, qui est très très bien fait. Donc déjà, la première des choses, là aussi pour rassurer les comités d'audit, leur expliquer comment il faut faire, j'ai poussé la compagnie nationale à reprendre ce document pour donner un document de travail au comité d'audit pour savoir comment on s'y prend pour faire un appel d'offres en toute sécurité. Alors, évidemment, à l'intérieur, il y a une chose, si je vais très vite, qui paraît très importante, c'est qu'en effet, il faut choisir, a priori, pas celui qui présente les honoraires les plus faibles, mais celui qui apporte la meilleure qualité, la meilleure valeur ajoutée au niveau du mandat. Bon, c'est pas très aisé, ça dépend aussi de la maturité des intervenants, parce que on peut avoir des comités d'audit avec des personnes qui connaissent très bien notre profession, qui savent juger les différences entre les cabinets. Par contre, pour d'autres, c'est très difficile. Et notamment pour de nouveaux mandats, on l'a vu par exemple sur les mandats dans le secteur public, pour les hôpitaux ou pour les universités, on est face à nous à des personnes qui connaissent mal notre métier et qui ont du mal à voir les différences. Ce qui fait que, à la fin, la différence la plus visible, évidemment, ce sont les honoraires demandés. Et que c'est très difficile pour quelqu'un d'expliquer « je prends ce cabinet parce que je suis sûr qu'il me donnera une meilleure qualité, mais il est 30% plus cher que celui-ci ». Donc, on a un problème, en effet, à ce niveau-là. Bon, la compagnie doit continuer à avoir une œuvre un peu pédagogique pour expliquer comment on doit faire un bon audit et comment choisir le meilleur auditeur. Maintenant, après, il y a deux autres intervenants. Il y a les confrères en général. Et là, je dois dire qu'en tant qu'ancien président, j'ai été, je veux bien dire, je peux le dire, un peu déçu quelquefois, puisqu'on s'aperçoit que certains confrères, pour une gagne de part de marché, et quand je dis confrères, grand ou petit, c'est pas une différence, grand ou petit, pour des problèmes de prise de marché ou d'intérêt qu'ils pourraient avoir sur une entité, sont capables en effet d'accepter des honoraires très bas. Et franchement, quand on a des honoraires très bas, on n'arrive pas à les remonter après. Donc ça veut dire que le marché est assez cassé. Et malheureusement, on l'a vu justement dans le nouveau marché des universités ou des hôpitaux. Donc là aussi, il faut aussi que les intervenants, que nos confrères soient matures et pensent bien que notre intérêt, ce n'est pas de faire du dumping pour gagner des parts de marché. Ah oui. Parce qu'à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces mandats vont être contrôlés par le H3C. Et d'ailleurs, le H3C le met en exergue, et ça on est bien d'accord, il faut d'abord contrôler le nouveau mandat gagné sur appel d'offres, pour voir si la qualité du travail est bien celle que l'on a attendue et qu'on a prétendu donner. Bien sûr. Donc ils risquent d'être rattrapés, je dirais, en termes de qualité, s'ils ne mettent pas tous les moyens. Et s'il y en a un honoraire très bas, bon, la qualité, on peut la maintenir, mais peut-être pas à vitam aeternam, parce que c'est un investissement lourd qui est sans retour. Donc ça, c'est le problème. Mais je crois que le sujet encore le plus important, c'est aussi au niveau des comités d'audit. Et là, on doit mieux travailler, par exemple avec l'IFA, l'Institut français administrateur, pour expliquer aux comités d'audit que lorsque des honoraires sont choisis à la baisse, il faut peut-être les expliquer. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans deux autres pays qui ne sont pas pour moi forcément des exemples, mais que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Grande-Bretagne, aujourd'hui, quand il y a un appel d'offres, en général, il y a une hausse des honoraires. Ce qui n'est pas le cas dans les pays latins, parce que si on regarde l'Italie ou l'Espagne, c'est comme la France, il y a plutôt une baisse des honoraires à chaque appel d'offres. Et pourquoi ça? Parce qu'on a demandé par exemple au comité d'audit de justifier pourquoi ils acceptaient que les auditeurs avaient des honoraires plus bas que le prédécesseur. Eh ben, ce n'est pas si facile que ça de le justifier. Dans ces deux pays. On doit expliquer la raison pour laquelle les honoraires sont plus bas. Oui. Ça, c'est très pertinent. Et on s'aperçoit que
comme là aussi on n'aime pas les risques, parce que il n'y a peut-être pas les mêmes réglementations qu'en France, mais il y a des sanctions pécuniaires en Europe, mais il y a aussi beaucoup de juridisme, comme on sait, dans ces pays-là. Eh bien, les administrateurs et les comités d'audit sont prudents, et en général, ils cherchent à être au niveau du marché en fonction du secteur. Enfin, avec un rapport entre le chiffre d'affaires et les honoraires qui soit raisonnable. Ouais. Et je pense que ça, c'est aussi une bonne démarche, et j'aimerais bien qu'en France, on ait ces mêmes réflexes. On aboutisse à ce genre d'équilibre. Alors, autre point important, plus institutionnel, c'est les délégations. On sait que la réforme d'audit a accéléré et amplifié très largement le déshabillage des pouvoirs de la compagnie nationale, je le dis comme beaucoup le ressentent, au profit du H3C qui finalement délègue. La compagnie n'est plus responsable, elle est simplement délégataire sur quasiment tous les sujets, à part l'animation ou la communication, y compris, et c'est symboliquement assez fort, la formation. Alors, on en est où de ces délégations? D'abord, la situation n'est pas complètement terminée, puisqu'il y a toujours des discussions entre la compagnie et le H3C sur ces sujets-là. Alors, je rappelle qu'il y a 3 délégations qui sont prévues. Une délégation, en effet, sur la formation. Mais là, c'est une délégation assez entière, dans le sens que le H3C va surveiller que les formations qui sont données et qui sont données aux confrères répondent aux besoins pour un bon audit. D'accord. Ils vont aussi forcément mieux vérifier le fait que chaque commissaire aux comptes a ses heures homologuées adéquates, les obligations sont remplies. La deuxième délégation est sur les inscriptions ou les modifications sur l'état juridique de la personne morale, de la personne physique inscrite. Ça, c'est du travail, je dirais, qui était fait en général par les compagnies régionales, avec les cours d'appel, mais qui est un gros travail administratif. Donc là aussi, ça va être délégué à la compagnie nationale et aux compagnies régionales. Et puis le troisième, qui n'a pas forcément notre changement, c'est une délégation du contrôle qualité pour les cabinets qui n'ont pas de mandat EIP, donc qui n'ont que des mandats non d'intérêt public. Et évidemment, la compagnie nationale va déléguer ce travail aux compagnies régionales, comme elle le faisait auparavant. Donc on voit qu'au moins que sur ces 3 sujets, même s'il y a un regard, une supervision forte du H3C, c'est quand même la compagnie nationale et les compagnies régionales qui vont continuer à gérer ces sujets-là. Alors évidemment, le sujet, c'est déjà mettre en place des conventions de délégation. Et puis face à ces conventions de délégation, des retours sonnants et trébuchants, parce que c'est des coûts. Et ces coûts, il faut bien qu'ils soient prévus dans le budget du H3C et qu'ils soient rétrocédés à la compagnie nationale et aux compagnies régionales. Donc, et c'est pour ça que ces délégations sont très liées à un sujet qui est en train de se terminer, mais qui a été assez compliqué, le financement du H3C. Ben oui. Puisque là aussi, c'est un sujet important pour la profession. Le H3C est financé par la profession. En parenthèse, ce n'est pas le cas en Allemagne, puisque la haute autorité qui surveille la mission d'auditeur en Allemagne est complètement financée par le ministère de l'économie. Mais ce n'est pas notre cas chez nous, c'est complètement financé par les confrères. Et dans ce cadre-là, le problème qui s'est posé, c'est qu'avec les nouvelles prérogatives du H3C, il y a une demande du H3C d'une augmentation de son budget. Et donc, des discussions fortes sur cette augmentation, vous en doutez, et en contrepartie des délégations. Bon. Tout ça est en train de se résoudre. Je fais confiance à notre nouveau président Jean Boucaud et au nouveau bureau national pour y arriver. Et d'ailleurs, pour rien vous cacher, ça doit faire l'objet d'une discussion à un Conseil national exceptionnel la semaine prochaine. Donc je pense que nous sommes en cours de résolution de ces problèmes. Très bien. Bon, enfin, avec le temps, on constate quand même que la compagnie nationale est déshabillée, disais-je tout à l'heure, de ses prérogatives. Et la délégation, mais est-ce qu'elle est pour une période? Parce qu'on ne peut pas déléguer ad vitam 3 ans, 6 ans Elle est annuelle et, si je l'ai bien compris, est renouvelable tacitement. Voilà. Bon, la volonté de la présidente du H3C, et je pense qu'elle est très claire, c'est de continuer ces délégations. Bon, il est clair par contre, puisque c'est quand même le sujet, qu'il doit y avoir une vraie réflexion à la compagnie nationale sur son rôle, ses nouveaux rôles, parce qu'elle a pu perdre, elle a des rôles en délégation, mais elle pourrait avoir d'autres rôles plus puissants de représentants de la profession, plus de communication.
Elle pourrait aider beaucoup plus les jeunes, et notamment les étudiants, à venir vers notre métier. Parce que ça aussi, c'est un sujet, l'attractivité de ce métier de commissaire aux comptes. Malgré tous les efforts qui ont pu être faits, mais pas vraiment au bon niveau. Il faudrait le faire évidemment avec le métier d'expert comptable, puisque c'est le métier du chiffre. Donc il y a beaucoup d'autres rôles. Il y a des rôles. Je donne un exemple d'autres rôles où la compagnie nationale pourrait agir. Mais c'est-à-dire qu'il y a peut-être une évolution justement dans ses attributions, dans ses rôles. Il faut repenser les champs Tout à fait. En surface et en profondeur, certainement. Alors, l'avenir de la profession, comment vois-tu l'avenir à 10 ans, 15 ans de la profession? Alors, sur la profession de commissaire aux comptes, je dois avouer que je navigue entre du pessimisme et de l'optimisme. Ouais. Et c'est difficile de dire exactement ce qui peut se passer. Alors, le côté pessimiste, parce que je ne suis pas le seul à le dire, hein, évidemment, c'est de dire aujourd'hui, on met en exergue un rôle du commissaire aux comptes qui est un rôle de compliance. C'est-à-dire qu'on lui demande de se conformer à des réglementations. Voilà. Et que l'on retrouve dans son dossier une réponse à toutes les exigences réglementaires lui permettant de faire ça. Et c'est vrai que les contrôles qui sont faits par les contrôleurs du H3C le poussent à ça. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, ce rôle de compliance, franchement, n'est pas forcément passionnant, parce que ça veut dire qu'on répond à des checklists. Ouais. Et là, ça veut dire donc que, d'une certaine manière, le dossier devient l'objectif, alors que ça devrait être un moyen. Le moyen de donner une opinion. De prendre du recul. Or, aujourd'hui, l'objectif, c'est avoir un bon dossier pour qu'il soit bien contrôlé et pour que les choses se passent bien. Mais pour moi, le rôle du commissaire aux comptes, et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la nécessité d'avoir des services autres que la certification des comptes, d'apporter une valeur ajoutée, d'être reconnu par les chefs d'entreprise comme un acteur qui apporte de la valeur ajoutée, c'est ça. C'est donc qu'en dehors de la certification des comptes, on puisse faire d'autres missions apportant vraiment quelque chose au chef d'entreprise. Si on fait que la compliance, qu'on travaille que pour le dossier, qu'on travaille que pour les contrôleurs du H3C, c'est sûr que le chef d'entreprise va nous voir comme quelqu'un qui certes donne une certification obligatoire, il est obligé de passer par là, mais c'est tout. Et je crains que dans ce cas-là, en effet, il trouve que moins il la payera cher, mieux il se portera, puisque son a priori, c'est de dire que, évidemment que mes comptes vont être certifiés. Je les ai arrêtés au mieux et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas certifié. Donc ça, c'est le côté pessimiste. Le côté optimiste, ça serait en effet que les entreprises comprennent que le commissaire aux comptes peut beaucoup plus apporter que la certification des comptes. Et donc, on multiplie ces missions, autres que la certification, qui permettent de se développer, qui permettent d'attirer des experts, parce que certaines missions sont complexes, d'attirer aussi des jeunes étudiants de haut niveau, ce qu'on fait plus difficilement, même dans les grands cabinets, et qui permettrait donc d'être mieux reconnus. Et donc, si on est mieux reconnu, c'est comme un cercle vertueux, on aura plus de missions qui nous seront proposées par les chefs d'entreprise et validées par les comités d'audit. Donc là, c'est le côté de cercle positif d'une profession qui se développe, qui est certes toujours quelque chose qui respecte un code déontologie qui est fort et qui est hyper contrôlé, ce qui permet vraiment d'assurer la valeur de son opinion, mais qui puisse dépasser la pure certification des comptes annuels telle qu'elle est prévue légalement. Et si je te soumettais justement une idée qui m'est arrivée de proposer ici ou là, c'était de penser que le commissaire aux comptes dans la petite entreprise, mais aussi dans la grande, voire dans la très grande, de par son rôle, tout en ne s'immisçant pas dans la gestion, améliore la gestion au fil des années. Quand on voit qu'il y a, par exemple, je prends quelques exemples au hasard, des IMO qu'on ne retrouve pas, que les comptes clients ne sont pas suffisamment vérifiés, relancés, etc. Ou encore que les stocks sont mal suivis, qu'il y a des doubles emplois, etc. Le commissaire aux comptes, lui, fait son observation pour dire vos comptes clients, je vais être obligé de vous demander de faire des provisions parce que... Mais l'effet indirect, tout en ne s'immisçant pas de la gestion, c'est d'améliorer la gestion. On pourrait imaginer que le commissaire aux comptes, à la suite de ces observations, évalue avec le client l'impact de ces observations sur les changements, les réformes internes des processus, des procédures, voire même des équipes et de la distribution de l'organigramme, et ensuite vérifie, un an après par exemple, si ces processus ont bien été mis en place et comment ils fonctionnent. Tout à fait, parce que, il ne faut pas que mes propos soient mal interprétés,
ces services et cette valeur ajoutée, on peut l'apporter à tout type d'entreprise, Bah, bien sûr. de la plus grande Bien sûr. à la plus À la petite. plus petite, bien sûr. Et la plus petite, c'est à la limite, elle est même plus facile, parce Bien qu'on sûr. aborde plus des problèmes Oui, on envisage faciles à expliquer, absolument, disons. c'est plus Et que le chef d'entreprise, qui est généralement pas un financier ou un comptable, en général c'est un commerçant ou c'est un industriel, Bien sûr. a besoin de cet apport d'un homme de confiance, qui est le commissaire aux comptes, pour lui expliquer un certain nombre de sujets qui peut avoir un effort vu dans les comptes, puisque les comptes sont quand même le reflet de la réalité et des Absolument. transactions de l'année, et qui lui permettent donc de dire, vous avez un problème sur ce sujet-là, il faut essayer de le résoudre. Ce n'est pas en effet le commissaire aux comptes qui va le résoudre, mais il va pousser le chef d'entreprise à prendre des dispositions pour le résoudre. Et ça, c'est vertueux parce que ça veut dire que l'année suivante, les comptes seront plus facilement établis, certifiés, et que le chef d'entreprise sera quand même plus à l'aise puisque ses problèmes auront été Et réglés. la gestion améliorée. Voilà, exactement. Ça Et la peut gestion dire. sera sûrement améliorée. en On effet. est d'accord. Donc c'est donnant-donnant, c'est vertueux. Et c'est pour ça que c'est l'action aussi de la compagnie nationale d'expliquer à tous les confrères qu'il faut qu'ils soient plus proches des chefs d'entreprise, même si c'est un petit mandat, et qu'il y ait un dialogue avec le chef d'entreprise sur ses comptes et sur son activité en général. Merci Nicolas. Merci beaucoup William, et merci à l'Académie.